Bonjour à vous. Un immense merci d'avoir accepté cette audition un samedi après-midi. Donc, on est avec 3 personnes des Amis de la Terre. Donc, Alma Dufour, qui est chargée de campagne surproduction aux Amis de la Terre, Laurette Philippot, chargée de campagne finances privées, et Anne-Laure Sablé, chargée de campagne agriculture. Donc, merci encore. Je vais vous laisser d'abord toutes les trois nous faire un premier état des lieux. Et puis après, avec Manuel Bompard, qui est aussi présent, on vous posera quelques questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Bon, je me lance. Du coup, oui, moi, c'est bonjour Alma Dufour, chargée de campagne sur production aux Amis de la Terre. Donc, avec mes collègues ici présentes, on est à la fois sur des pans, concernant le suivi de ce qui se passe en ce moment et les propositions qu'on a pour la reconstruction économique et environnementale. On est à la fois sur le suivi de mesures très larges, comme le soutien aux grandes entreprises polluantes, etc., et puis des mesures peut-être plus sectorielles sur nos champs d'expertise respectifs. Moi, notamment, je travaille beaucoup sur la question du modèle commercial et de la relocalisation de notre économie post-crise, et notamment, quel modèle commercial on veut pour demain qui soit durable et qui protège le maximum d'emplois dans le secteur. Et donc, à ce titre-là, on travaille beaucoup sur les questions de e-commerce, place de marché et vente directe, et notamment comme symbole Amazon, qui est la première plateforme de e-commerce en France aujourd'hui. Donc, en fait, là, pendant cette crise, on a eu à la fois à gérer des choses qui étaient vraiment purement de l'ordre sanitaire, puisqu'on a dû se battre contre l'entreprise qui ne respectait pas les normes sanitaires dans ses entrepôts et donc qui mettait en danger ses salariés en France et dans le monde. Et donc, on a notamment contribué à la plainte de Solidaire qui a abouti à l'arrêt de l'activité en fait, cette semaine et jusqu'à nouvel ordre des entrepôts d'Amazon en France. Mais plus globalement, on travaille en fait sur l'arrêt des 9 projets en cours d'Amazon et d'Alibaba. Enfin, ça fait 11 avec Alibaba en cours pour 2020-2021. Et on travaille notamment très fortement en lien avec la Confédération des commerces de France, qui représente les commerces de proximité, plus d'1 million d'emplois, 450 000 entreprises, et qui sont conscients comme nous qu'il faut que le modèle commercial bouge vachement vers beaucoup plus de durabilité, et qui sont très très opposés à l'implantation du modèle e-commerce qui est en train de détruire 2 fois plus d'emplois qu'il n'en crée. Je m'arrête là pour l'instant. Merci, Alma. J'enchaîne du coup. Oui, Laurette, donc moi je suis en charge de la campagne finance privée, je travaille notamment sur les banques commerciales et je représente aussi un peu aujourd'hui Cécile Marchand, ma collègue qui travaille sur finances publiques, qui a été très mobilisée dans les dernières 24 heures sur le PLF rectificatif. En fait, les campagnes finance, c'est vraiment des campagnes historiques des Amis de la Terre. On œuvre dans l'objectif final d'essayer de couper les flux financiers publics et privés qui partent de la France, notamment vers les énergies fossiles. Et la manière dont la crise là, nous a impacté très directement dans nos campagnes, c'est notamment avec les conséquences que ça a eu sur la chute des cours du pétrole et du gaz. Et donc, à la fois, d'un côté, un ralentissement fort de l'activité économique sur ce secteur-là, donc avec des divisions très fortes sur les investissements des pétroliers, gaziers dans les secteurs, etc. Par contre, côté financier, c'est aussi des menaces très importantes parce que donc il y a au côté crédit export, le sujet qu'on suit de manière très proche, il y a des progrès. Enfin, c'est complètement un outil qui est complètement inscrit dans le plan de relance comme une manière de pouvoir aider l'industrie française et de manière générale par les plans de sauvetage financement public à ces entreprises-là. Donc c'est une grosse menace de justement un flux financier public massif non conditionné à ces entreprises-là. Et donc en fait, c'est vraiment une menace en ce sens-là. Par ailleurs, le fait, finalement, l'impact de la crise sur les secteurs des énergies fossiles entraîne des surendettements de ces entreprises-là, et donc qui vont chercher des flux financiers de la part des acteurs privés et donc des banques. Et donc, à un moment où il y a une chute de l'activité réelle, il y a une augmentation de la dette. Et en fait, d'un point de vue climatique et d'un point de vue prudentiel, on le craint vachement, quoi, parce que justement, on va avoir aussi des banques qui vont
parce que surexposés déjà aux fossiles, venir massivement aider des entreprises qui ont un besoin énorme de capitaux. Et donc, sur le long terme, ça veut dire une potentielle relance à plein pot de ces entreprises-là sans aucun changement de modèle. Et par ailleurs, un risque de surexposition encore plus fort. Et donc, voilà, le prochain choc sera d'autant plus important pour l'industrie financière française. Et donc, côté finance privée, on pense que justement, étant donné ces enjeux-là, c'est complètement le moment de poser une régulation et un encadrement des flux financiers qui partent de la place de Paris vers les énergies fossiles. Donc ça, c'est une demande qu'on a depuis un moment, mais justement, étant donné là l'enjeu, il faut vraiment que ce soit poussé. Le calendrier politique jusque-là, il y a eu un appel du gouvernement et de la place de Paris pour que les acteurs financiers adoptent des stratégies sorties du charbon d'ici mai 2020. Donc ça, le premier enjeu, c'est que cette échéance politique le reste. Mais ce qu'on voit en même temps, c'est que les critiques qu'on faisait il y a un an sur le fait que parler que du charbon, c'est pas suffisant. Il faut des critères explicites et une contrainte explicite sont plus que jamais importants, quoi. Côté financement public, c'est pareil. Il y avait donc un agenda politique avec du coup un plan de fin des crédits export aux énergies fossiles qui est encore d'actualité, et donc il faut que dès le PLF 2020 ça suive son cours, et donc nous on demande une fin des subventions via les crédits export aux fossiles d'ici 2022. Et en parallèle, donc ça c'est un sujet qu'une autre association qui est affiliée aux Amis de la Terre, qui s'appelle Reclaim Finance, suit particulièrement, c'est l'enjeu de la politique monétaire. Et donc là, sur vraiment deux pans, sur vraiment le pan, l'enjeu de la dette et toutes les conséquences en termes d'austérité que ça pourrait avoir. Donc nous, on est complètement favorable à ce que justement l'enjeu de la dette ne soit pas géré à travers les marchés financiers, mais qu'il puisse y avoir une création monétaire qui aille directement aux citoyens, directement aux entreprises vulnérables touchées, et pas à celles qui polluent et qui contribuent à la crise, et que ce soit aussi possible d'avoir des soutiens via du refinancement et des prêts, non pas seulement aux grandes entreprises, mais aux États, et donc justement de pouvoir penser une sortie de crise et une gestion de la dette qui n'aille pas nous pousser vers une politique d'austérité comme on l'a vu depuis 2008, où ça a juste du coup poussé une augmentation des inégalités en même temps que des dividendes exponentiels des actionnaires des grandes entreprises et des banques commerciales. Et par ailleurs, il faut absolument que ces aides de la Banque centrale européenne soient associées à des conditions écologiques. Et donc ça, en fait, ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande aussi aux banques commerciales françaises, c'est une exclusion des soutiens aux entreprises qui continuent à s'étendre dans les énergies fossiles. Ça, c'est la première étape. Le budget carbone ne permet pas de construire de nouvelles infrastructures, donc ça doit être ce qui s'applique au niveau de la politique monétaire. Et par ailleurs, sur tous les outils. Et par ailleurs, du coup, pouvoir travailler sur des coussins écologiques pour que le risque prudentiel lié au climat soit intégré en termes d'exigences de fonds propres. Et bien sûr que les exigences de fonds propres sont maintenues, parce qu'en ce moment, elles sont même remises en question pour les banques commerciales. Donc c'est un peu les trois sujets qu'on suit. Merci. Bonjour, merci. J'espère que mon micro ne grésille pas trop, parce qu'on me dit souvent qu'il grésille. Ok, super. Donc, côté agriculture, un secteur qui est en première ligne, clairement, de cette crise coronavirus. Aux Amis de la Terre, on se bat pour une transformation profonde du modèle agricole, pour sortir de l'agriculture industrielle et soutenir une agriculture paysanne basée sur l'agroécologie. Donc ça, c'est vraiment le combat de fond des Amis de la Terre, avec une attention aussi particulière à la question des intrants chimiques, notamment. On a une campagne qui se bat contre les engrais chimiques en particulier. Clairement, durant cette crise du coronavirus, la priorité, on travaille de façon assez étroite avec la Confédération paysanne. Je pense que vous les avez déjà auditionnés, que je ne vais peut-être pas répéter des choses qu'ils ont certainement mis en avant, mais on va soutenir cet objectif de pas un paysan de moins pendant cette crise. Ça, c'est clairement un objectif prioritaire.
On a soutenu par exemple la réouverture des marchés ou encore la transparence des prix de vente et des prix d'achat de la grande distribution. Ou encore le fait que des règles sanitaires similaires soient appliquées dans tous les lieux de distribution alimentaire, à la fois de la ferme jusqu'à la grande distribution, pour ne pas créer non plus d'écart, de distorsion, et puis surtout respecter les règles de distanciation sociale qui sont nécessaires à la lutte contre cette crise. Pour autant, pour nous, pas un paysan de moins, ça ne doit pas venir servir le maintien d'une agriculture qui serait destructrice de la santé des citoyens et des citoyennes pendant cette crise. Et là, on a un deuxième focus sur une situation d'urgence qui est la pollution aux particules fines qui est générée par l'agriculture industrielle très gourmande en intrants chimiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin du mois de mars, on a eu un pic de pollution aux particules fines dans certaines régions de France, Île-de-France, Bretagne, nord de la France. C'est assez étonnant parce qu'on voyait tous les indicateurs de pollution plutôt diminuer en France du fait du ralentissement des activités économiques, sauf un, c'était les particules fines. Il faut savoir que comme chaque année, au moment du printemps, on a les épandages d'engrais qui viennent être appliqués sur les terres agricoles, donc à la fois du lisier qui vient des élevages industriels et qui est produit en trop grande quantité, par exemple comme des régions comme la Bretagne, ou alors des engrais chimiques qui sont apportés directement par les agriculteurs. Cette pollution particules fines, elle va venir aggraver les maladies respiratoires. Donc, c'est une pathologie qui est particulièrement grave en cette période de coronavirus, puisqu'on sait que les moyens de santé publique sont limités pour ces pathologies-là. Et ensuite, on a une étude italienne qui montre qu'il y aurait probablement une plus grande dissémination du coronavirus via les particules fines. Et enfin, une dernière étude d'Harvard qui montre qu'il y a un taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé dans les zones où la pollution de l'air est plus accrue dans certains territoires. Donc pour nous, il y a vraiment aussi un enjeu majeur aujourd'hui à prendre ces questions-là en compte de façon urgente. Il y a un référé liberté qui a été déposé devant le Conseil d'État par une association qui s'appelle Respire. La réponse viendra lundi pour limiter les épandages agricoles et demander au préfet, en tout cas, d'appliquer les règles comme en cas de pic de pollution pour limiter ces épandages. Il y a beau avoir eu un pic de pollution fin mars, donc en plein confinement, pour l'instant, il n'y a aucun préfet qui a pris des mesures, donc pour nous, c'est assez inquiétant. Après, évidemment, l'agriculture, c'est un sujet aussi assez majeur sur la question du plan de relance, donc on est aussi sur des considérations de plus moyen, long terme. On a entendu parler d'indépendance alimentaire par le président. On a entendu parler beaucoup de narratifs autour de la résilience, de la relocalisation de l'agriculture. Donc pour nous, il y a, à mon avis, une grande vigilance à avoir autour de la question des accords de commerce. A priori, c'est quand même le premier enjeu à prendre en compte dans cette question de relocalisation. Évidemment, les négociations de la PAC, puisqu'on est en pleine renégociation de la future PAC, qui est un enjeu majeur et sur lequel on voit un ministère de la Transition écologique et solidaire très en retrait, ce qui nous inquiète énormément sur la capacité à avoir une PAC qui soit réellement vecteur de transformation. Et après, une vigilance particulière sur un plan de relance qui placerait le secteur agroalimentaire comme un marché clé dans les futurs investissements de la France. On sait que c'était un marché clé pour Bruno Le Maire au moment du pacte productif. Ce pacte productif qui pourrait venir être réinjecté dans un plan de relance. Et il s'avère que c'est un modèle agricole qui se base sur l'agriculture de précision. Pour rappel, l'agriculture de précision, c'est une agriculture qui cherche à venir gérer des problèmes de façon très symptomatique au niveau de la plante avec des technologies assez coûteuses et qui ont un cycle de vie qui est assez peu aujourd'hui connu en termes d'impact environnemental, qui peut aussi mener à l'endettement des paysans et des paysannes. Cette agriculture de précision, elle va complètement à rebours d'une transition agroécologique qui soit résiliente. Donc pour nous, c'est un gros point d'attention dans les semaines à venir, puisque c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas le secteur agricole comme un secteur dans des mesures qui est perçu comme un secteur qui a besoin de mesures de sauvetage, puisque c'est un secteur qui est jugé essentiel et qui continue d'être exercé, même si on a quand même vu des mesures de sauvetage, notamment sur l'exportation de porc, ce qui est quand même assez étonnant quand justement ce même système industriel de production porcine en Bretagne est à l'origine de pollution majeure. Enfin bref, il y a quand même quelques contradictions là-dessus. Mais d'une façon générale, on va plutôt regarder ce secteur de l'agriculture sur le plan de relance et avec une attention particulière au niveau européen, évidemment, puisqu'il y a aussi la question du Green Deal. Comment est-ce que le Green Deal pourrait être imbriqué ou non dans la réforme de la PAC ? Il y a une stratégie qui est particulière à l'agriculture qui s'appelle la stratégie de la fourche à la fourchette.
Et cette stratégie, elle peut être à la fois comporter des dangers et des opportunités en termes de réduction d'intrants chimiques, mais aussi des dangers sur la promotion d'une agriculture très technologique, tournée vers le digital et avec une place très importante qui serait donnée notamment aux géants du numérique. Voilà, après, pour nous, il y a un enjeu assez, on est en 2020, on est au mois d'avril, c'est le projet de loi de finances de la France à la fin de l'année. Il y a vraiment une opportunité, à notre sens, pour développer une fiscalité environnementale plus juste qui prenne en compte les externalités négatives de l'agriculture industrielle. Et clairement, on va avoir besoin d'un budget pour financer la transformation de notre agriculture. Donc, à notre sens, il ne faudrait pas louper ce coche d'un projet de loi de finances pour pouvoir compenser des pertes budgétaires, notamment liées à la crise, mais aussi à la baisse du budget de la prochaine PAC. Voilà, on va dire rapidement pour brosser un peu le paysage court, moyen, long terme. Merci beaucoup pour ces états des lieux qui lancent plein de pistes. On va en explorer plusieurs. Mais peut-être avant, vous demander si les Amis de la Terre, alors je sais sur un, je le sais, mais deux réactions peut-être. La première, c'est ce qui a été voté à l'Assemblée hier, qui, à notre sens, est un scandale et sur lequel on a voté contre, qui sont ces 20 milliards qui vont être offerts à des grandes entreprises, notamment Air France, avec pour seule condition de lier ça aux objectifs de responsabilité sociale des entreprises. Donc, peut-être votre réaction sur cette question-là. Et puis, une deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une tribune qui a circulé il y a quelques jours sur le monde d'après, qui a été signée par là aussi des grandes transnationales et notamment la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Voilà, peut-être vos réactions sur ces deux événements. Et puis après, on ira plus spécifiquement sur des sujets que vous avez abordés. Moi, je veux bien répondre sur le premier point. On tire les mêmes conclusions de ce qui s'est passé dans les derniers jours à l'Assemblée nationale. On avait peur, on craignait de ne même pas avoir de conditionnement, mais que des contreparties. Mais là, c'est vraiment un niveau où il n'y a aucune exigence. De conditions environnementales ou sociales. Et par ailleurs, un autre point, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur justement la liste des entreprises qui pourraient être soutenues. Et donc, pour disons, les prochaines étapes, on avait un peu ce questionnement-là de est-ce qu'il y a la possibilité d'activer quand même un mécanisme de contrôle au niveau du Parlement sur l'utilisation de cet argent, parce que, en fait, il n'a pas encore été attribué, donc c'est vraiment urgent de pouvoir continuer, en tout cas, le combat pour pas qu'il soit attribué de manière inconditionnelle à tous les grands pollueurs. Donc, je pense que disons que rapidement, c'est ça. Merci. Sur la tribune, peut-être, effectivement, pour nous, c'est assez problématique de voir à quel point les lobbies aujourd'hui peuvent s'afficher clairement et de façon un peu éhontée avec les décideurs politiques sur un soutien donc, à cette politique du Green Deal. On se trouve quand même face un peu à un paradoxe, c'est qu'à la fois, on a des lobbies qui, en interne, essaient de réduire l'ambition d'un éventuel Green Deal et en même temps, tout un pan du monde économique qui est à l'origine de notre crise environnementale, qui se trouve à faire du greenwashing en s'affichant dans un soutien pour derrière aussi amoindrir des règles ou juste, on va dire, peindre de vert certaines mesures sans changer en profondeur et radicalement leur paradigme. Donc, pour nous, c'est assez problématique cette tribune qui a été avancée et signée par les plus grands pollueurs. Et peut-être pour rajouter sur cet aspect, par exemple, on a vu des grosses entreprises comme H&M, typiquement, qui se sont illustrées sur le Green Deal. Bon, c'est une entreprise sur laquelle nous, qu'on a pas mal suivi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est même si c'était vraiment sincère, même si, soi-disant, ils n'ont pas participé
aux prises de position du lobby industriel en général ou de l'AFP ou de la FED, pardon, la FEP, sur la diminution de l'ambition. En fait, c'est juste que là, ils vont pousser pour une relance des investissements verts, mais pas pour les désinvestissements dans les technologies carbonées, en fait. Et c'est cette illusion qu'on peut faire de la relance verte sans réduire les activités polluantes qui semble primer au niveau européen et que, effectivement, malheureusement, Elisabeth Borne ou Yannick Jadot sont en train de cautionner en signant ce genre de tribune qui ne parle que de relance verte, mais absolument pas du fait qu'on a besoin de réduire l'activité, la croissance dans des secteurs qui sont extrêmement polluants. Et c'était aussi ce qu'on reprochait un peu à une coalition de parlementaires qui avait proposé en France un amendement sur la relance verte, c'est-à-dire que oui, c'était très bien de dire qu'il fallait que la relance soit fléchée sur la transition écologique dans les territoires, qui est vecteur d'emploi et vecteur de grosses économies de gaz à effet de serre. Néanmoins, nulle part n'apparaissaient les questions de désinvestissement. Donc, on a vu dans le secteur fossile, mais aussi, par exemple, dans l'aérien, ou enfin voilà, dans des secteurs, en fait, il faut faire la différence entre des secteurs locaux comme l'agriculture, l'efficacité énergétique, etc., qui pourraient, en fait, en étant relancés, entre guillemets, en faisant l'objet de gros investissements, donc de croissance, entre guillemets, pourraient à la fois réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, tout dépend sur quoi on investit, notamment sur l'agroécologie paysanne, etc. Et à la fois des secteurs dont en fait on ne peut pas, on peut pas les soutenir, on ne peut pas soutenir la croissance de ces secteurs parce que pour l'instant et au vu des technologies, ils sont absolument incompatibles avec l'accord de Paris. Une croissance dans le textile ou une croissance dans l'aérien, c'est incompatible avec le scénario 1,5 du GIEC en fait, vu en fait qu'on n'a absolument aucune technologie suffisamment propre entre guillemets pour augmenter les niveaux de croissance et réduire de moitié les émissions d'ici 2033. Et à noter aussi quand même que ce rapprochement monde privé, secteur économique et décideurs politiques avait déjà été testé à la COP21 avec le foisonnement d'initiatives multiparties prenantes, avec les One Planet Summit, etc. On n'a jamais vu l'impact réel sur la diminution des gaz à effet de serre de cette stratégie-là aussi. C'est juste un point de précision sur l'historique aussi. Non, c'est important. Non, mais c'est sûr que la grosse inquiétude là, qui se fait jour, c'est de savoir cette relance, comment on va faire une relance sous réserve, enfin sous caution de préserver des emplois, qui ne soit pas une relance qui fasse une nouvelle pression sur les ressources naturelles, sur les écosystèmes, et qui en plus nous relance dans le système dont on voit actuellement la catastrophe dans laquelle ça nous mène, quoi. Manuel, tu avais une question pour continuer? Ouais, peut-être plusieurs questions. D'abord, bonjour à tout le monde et merci pour vos présentations. Ma première question, c'est une question sur le tout de suite, j'ai envie de dire le maintenant. On semble avoir des témoignages de gens qui nous disent il y a un problème dû au fait que la grande distribution, comme elle se retrouve un petit peu le seul débouché dans la période pour tout ce qui est consommation, produits agricoles, là, a une possibilité aujourd'hui de jouer sur les prix, et notamment dans le domaine agricole, parce que il y a des formes de surproduction dans le lait, mais aussi dans les animaux maintenant, et ça conduit en fait à ce que finalement ils peuvent baisser les prix d'achat. J'ai vu que la Confédération paysanne avait annoncé une opération on retient les animaux à la ferme. Donc peut-être essayer d'avoir un peu votre regard sur cet aspect-là. C'était ma première question. J'en pose plusieurs, au moins ce sera plus simple pour le partage de la parole. Ma deuxième question, c'est on a parlé de la farm to fork et la stratégie européenne, la fourche à la fourchette, et des plans de réduction des pesticides. J'ai vu passer, mais j'aurais bien aimé avoir votre regard, voir votre confirmation sur le sujet. Une information comme quoi, dans la période, le gouvernement aurait renoncé à la distance sur les épandages de pesticides entre les habitations et les lieux d'épandage de pesticides. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? C'était ma deuxième question. Et ma dernière question, plutôt sur les aspects agricoles, parce que je suis de manière assez précise question de la réforme de la PAC. Il commence à tourner des bruits autour du fait que, du fait des difficultés budgétaires et aussi du fait maintenant du coronavirus, la prochaine PAC rentrait en vigueur dans assez longtemps, et que le règlement de transition, alors pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est-à-dire qu'en attendant la nouvelle PAC, on met en place ce qu'on appelle un règlement de transition qui permet aux agriculteurs de continuer à toucher des aides, que le règlement de transition pourrait durer 2 ans, voire 3 ans. Dans cette hypothèse, ce qui faisait consensus initialement au Parlement européen, c'était de finalement faire un règlement de transition qui prolongeait la PAC précédente. Ça me paraît extrêmement problématique. Je voudrais bien avoir votre point de vue sur le sujet, parce que si c'était 1 an, à la limite, on aurait pu dire bon, pourquoi pas.
Mais si on repart sur 2 ou 3 ans, du fait de l'urgence qu'on pointe tous, ça paraît quand même extrêmement problématique qu'on renouvelle la PAC préalable exactement de la même manière, sans aucune modification. Et donc, est-ce que vous avez un point de vue sur les discussions autour de ce règlement de transition qui sont en cours en ce moment au Parlement européen? Voilà 3 premières questions. Merci à vous. Ok. Je vais les reprendre dans l'ordre. Du coup, sur le poids de la grande distribution, effectivement, on est dans une situation complètement ubuesque, mais en fait, elle n'est pas nouvelle. C'est qu'on laisse complètement dans la main des producteurs le devoir de créer le rapport de force, alors qu'ils ne l'ont pas face à des géants qui clairement mènent la danse. Donc, ce qui se passe là, dans le cadre de la crise, en fait, ne révèle que ce qui se passe depuis qu'on a dérégulé les marchés agricoles européens. Et du coup, ça place les producteurs dans une situation extrêmement compliqué. Enfin, nous, on l'avait vu aussi sur le cas de Lactalis, hein, il y a plusieurs années, comment Lactalis aujourd'hui peut mettre une pression au point que les producteurs n'arrivent pas du tout à témoigner de cette réalité-là. Et ça place, encore une fois, le ministère de l'Agriculture dans un rôle de faux arbitre, puisqu'il se retrouve qu'à commenter finalement l'actualité agricole ou à essayer de trouver des fonds, de débloquer des fonds au niveau européen. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une réelle problématique à ce niveau-là. Et oui, on soutient effectivement les agriculteurs pour essayer de créer ce rapport de force. Mais la loi EGA a été un échec complet à ce niveau-là. Et ça montre bien en fait qu'elle n'a absolument rien résolu. Et donc pour nous, c'est juste simplement une preuve de l'échec de la politique agricole sous ce quinquennat. Sur la stratégie Farm to Fork, et sur le fait de réduire les distances d'épandage sur les pesticides. Moi, pour le coup, je travaille vraiment sur les engrais chimiques et pas sur les pesticides, donc je ne voudrais pas dire de bêtises et m'avancer, mais effectivement, j'ai vu la même information passer aussi sur le fait qu'il y avait des épandages, enfin que les zones, en tout cas, qu'il y avait une espèce de moratoire ou de suspension sur cette réglementation-là. Après, j'ai vu aussi qu'on limitait beaucoup les contrôles aujourd'hui sur les cultures françaises du fait de la crise pour aussi laisser passer un peu les choses. C'est le cas aussi sur le cas des travailleurs saisonniers. On recherche énormément de travailleurs saisonniers actuellement et du coup, il y a aussi des directives qui passent sur le fait de faire moins de contrôles dans les fermes. Donc ça, c'est quand même des choses, à mon avis, socialement à suivre parce qu'on trouve différentes dérogations assez inquiétantes sur le droit du travail, notamment aussi sur l'extension des semaines de travail pour les travailleurs saisonniers. Et sur les difficultés budgétaires, alors oui, a priori, on s'oriente déjà de façon quasi certaine vers une entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2023 de la prochaine PAC, ce qui pour nous est extrêmement problématique effectivement, puisque en fait, la radicalité des mesures à prendre, on la décale de 2 ans. Face à une crise climatique, 2 ans, c'est juste considérable. Et donc en fait, ce qu'on demande aujourd'hui ne peut pas du tout être la même chose que ce qu'on demandera au 1er janvier 2023. Donc, il y a une vraie problématique sur le fait de partir d'une proposition de la Commission européenne qui date déjà de 2018. Donc, clairement, effectivement, ça pose la question centrale. Et en fait, la question majeure, c'est toujours ces aides qu'on octroie en fonction du nombre d'hectares qui sont détenus par les agriculteurs au lieu d'octroyer des aides au nombre de paysans, de travailleurs qui sont installés sur ces terres agricoles et qui permettraient de favoriser une agriculture beaucoup plus pourvoyeuse d'emplois et respectueuse de l'environnement. Et en fait, ça, on nous dit depuis 2018 que ce n'est pas possible, c'est trop tôt, ce sera pour la prochaine PAC, sauf qu'on est en train de décaler une PAC de 2 voire 3 ans, ce qui pose vraiment la question effectivement de la radicalité des demandes. Nous, actuellement, on y travaille avec la plateforme pour une autre PAC, du coup aussi, qui est un regroupement de 41 organisations à la fois de producteurs, de paysans, mais aussi de consommateurs environnementaux et de solidarité internationale. Mais c'est clair que la question est vraiment posée. Actuellement, il y a des amendements qui sont réouverts au Parlement européen de la proposition de la Commission européenne. Et c'est vrai que les amendements sur la conditionnalité, donc à quelles conditions est-ce qu'on octroie des aides de la PAC, clairement, on doit renforcer cela. Et je pense qu'on a un ministère de la Transition écologique et solidaire qui est beaucoup trop en retrait sur le fait de renforcer les conditionnalités. Si on ne renforce pas ces conditionnalités, déjà aussi, on passe à côté d'un gros morceau. Peut-être pour continuer un peu sur les questions agriculture, mais pas que. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu des traités de libre-échange. Le 30 mars, l'Union européenne a donné son accord pour un traité de libre-échange avec le Vietnam. Qu'est-ce que ça dit de l'Union européenne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit aussi des leçons qu'on doit tirer de cette crise et qui ne sont apparemment pas tirées? Et qu'est-ce que vous défendez, vous, sur la nécessité de relocaliser notre agriculture
et notre production et notre consommation en général d'ailleurs. Alors, nous, déjà, on défendait la suspension de toutes les négociations de façon virtuelle pendant la crise du coronavirus, qui ne permet pas du tout aux États de négocier de la même façon en fonction aussi des capacités de chaque État. Ensuite, sur l'agriculture, c'est sûr qu'on se met des œillères. Si on veut parler de tout plan d'investissement dans l'agriculture française, d'une relocalisation, d'une souveraineté alimentaire, même si ce mot n'est absolument pas prononcé aujourd'hui par le gouvernement, qui, je pense, en a très peur, alors que la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose qu'on défend historiquement avec la Via Campesina, c'est juste le fait de décider des politiques publiques par et pour les peuples. Donc, en fait, il y a clairement, oui, cet enjeu-là, mais ça ne sera pas réglé tant qu'on ne traitera pas la question des accords de commerce. Le fait aujourd'hui que l'Allemagne fasse une priorité à sa présidence à l'Union européenne de réouvrir les négociations avec le Mercosur, pour nous, c'est clairement une ligne rouge. Il faut absolument que la France s'oppose à toute réouverture des négociations avec le Mercosur. On l'avait vu au moment des feux en Amazonie sur les importations de soja. On sait que derrière, il y a des enjeux agricoles majeurs. Le président a répété à multiples reprises qu'il fallait retrouver une forme d'autonomie protéique, donc de produire les protéines pour nourrir nos animaux ou végétaliser notre alimentation sur notre territoire. Ok, c'est un enjeu, mais à partir du moment où on continuera de développer ces accords de commerce avec les pays d'Amérique latine, on n'a absolument aucune chance d'aboutir à une transformation de notre système agricole. Donc, clairement, c'est clair que c'est une condition sine qua non de départ de mettre fin à ces accords de commerce. Et puis, on a un point d'attention très fort sur le mécanisme ISDS, qui est le mécanisme d'arbitrage privé entre États et investisseurs, qui aujourd'hui aussi pourrait permettre à de nombreux investisseurs dans le domaine agricole d'attaquer les États pour perte notamment de marché à l'export, etc. Parce qu'il va falloir aussi regarder notre agriculture en termes de vocation de marché à l'export. Est-ce que la France a réellement vocation à nourrir et à déstructurer des filières agricoles dans d'autres pays? On l'a vu avec le lait, le fait d'exporter de la poudre de lait à bas prix avec des taxes, des tarifs douaniers abaissés, qui derrière ne va pas permettre de créer des filières laitières durables dans les pays notamment d'Afrique subsaharienne. Ça, c'est un scandale et il va falloir aussi regarder ça de notre côté. Merci. Peut-être une question pour Alma maintenant. Je voudrais bien que tu reviennes sur la décision de justice qui a contraint Amazon à ne livrer avec que des produits alimentaires, médicaux et d'hygiène avec une contrainte d'1 million d'euros par jour. Peut-être nous raconter un peu comment vous êtes arrivé à cette décision de justice-là, notamment avec Solidaire. Quel est l'enjeu derrière? Voilà, je veux bien que tu reviennes dessus. Ok, avec plaisir. Du coup, donc, ce qui s'est passé, si on doit reprendre un peu la chronologie, c'est qu'en fait, au moment où le gouvernement a annoncé la fermeture de la plupart des commerces de vente de produits non alimentaires par arrêté, en fait, on n'avait pas trop compris effectivement que ça ne concernait pas le e-commerce et on s'est rendu compte que non, le e-commerce, comme il n'était pas considéré effectivement comme des magasins de vente directe aux consommateurs, il n'était pas concerné par l'arrêté du gouvernement. Donc déjà, on s'est alerté au début. Franchement, nos alertes étaient surtout sur mince, ça va laisser les acteurs comme Amazon en premier lieu prendre encore plus de parts de marché pendant le Covid-19, alors que les petits commerces sont déjà à genoux. Et en fait, Amazon provoque déjà en France la destruction de 2 fois plus d'emplois qu'elle n'en crée, avec une situation de concurrence déloyale qui est absolument hallucinante quand on voit que Bercy, hein, c'est pas nous, c'est Bercy, a quand même pondu a fait une enquête en fait et s'est rendu compte en décembre que 98% des vendeurs présents sur les places de marché d'Amazon ou ces discounts fraudaient la TVA. On parle d'un manque à gagner pour l'État qui est genre au-dessus d'1 milliard d'euros. Hein. On parle vraiment de manques à gagner qui sont colossaux rien que sur l'année 2018. Donc en fait, et Amazon typiquement est responsable de cette fraude à la TVA. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui le fait directement, certes, c'est les vendeurs, mais en fait, Amazon est en train de développer ce système de place de marché en réduisant la vente directe qui est moins rentable, en touchant du coup des commissions de 15% sur les ventes de ces vendeurs qui fraudent la TVA. C'est quasiment comme si elle empochait la TVA à la place de l'État français aujourd'hui, quoi, on peut le dire clairement. Donc Amazon a une grande responsabilité dans cet état de fait, et en fait, ça leur permet de faire du dumping sur les prix, d'être en concurrence avec Alibaba, notamment toutes les autres places de marché pour situer un peu l'enjeu fiscal. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que ça coupe. Ouais, c'est bon. Ça a coupé un peu, excusez-moi. mais c'est revenu. Ok, je suis désolée, j'ai un petit problème de connexion.
Donc, voilà, donc on s'est alarmé du fait effectivement que le fait qu'Amazon poursuive son activité pendant le Covid allait rendre la reprise pour les petits commerces encore plus difficile, vu qu'en fait là ils ne font que gagner en part de marché. Notamment en Italie, on a très très peur de ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné l'accès au Prime vidéo gratuit à tous les Italiens pour qu'ils puissent regarder des séries, sauf qu'en fait ce qu'on ne dit pas, c'est que le Prime vidéo et le Prime pour acheter des produits, c'est la même chose, c'est le même abonnement. Donc, du coup, ils vont avoir toute la Prime Amazon et donc une double incitation à commander chez eux plutôt qu'aller ailleurs. Donc, c'est une vraie stratégie d'influence qui s'est mise en place. Au début, c'est ça qui nous a alertés. Les librairies, notamment, ont fait des tribunes. Bruno Le Maire a eu une réponse un peu ambiguë où, en fait, plutôt que de fermer l'activité d'Amazon, il a proposé de réouvrir les librairies, mais finalement, il n'en a rien été du tout. Enfin, bon, et même les libraires. Et donc, ça, c'était la première phase. La deuxième phase, en fait, c'est qu'on a appris qu'en plus, effectivement, dans les entrepôts, les conditions et les normes sanitaires n'étaient pas respectées. Donc, non seulement ils gagnaient en part de marché, ils détruisaient la concurrence, mais en plus, c'était sur le dos des salariés, en France évidemment, mais aussi à l'international, où il y avait de plus en plus d'alertes sur le fait que les gestes barrières étaient impossibles à respecter dans des entrepôts qui, en France, peuvent aller jusqu'à 2700 salariés et intérimaires. Donc, c'est ça aussi, les gens n'ont pas conscience en fait de la machine que c'est en réalité. Et donc là, c'est entamé un combat très, très difficile avec l'entreprise et avec le gouvernement, où on a alerté pendant plus de 3 semaines, en fait, le gouvernement. On leur envoyait des lettres en leur disant qu'il y avait un problème. On a fait des interpellations Twitter. On a essayé de prévenir les médias avec assez, franchement, pas beaucoup de la part des médias jusqu'à ce qu'on gagne la plainte. Et du coup, effectivement, les syndicats ont été obligés de saisir la justice et Solidaire a demandé l'arrêt de l'activité et nous ont proposé de nous joindre à la plainte. Donc, du coup, voilà, pour finir, la décision de justice qui a été rendue, c'était de dire effectivement, de reconnaître que les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés et que les conditions sanitaires ne pouvaient pas être respectées dans des entrepôts qui regroupent en fait autant de salariés, qu'il fallait donc réduire l'activité et donc du coup la limiter aux produits essentiels, alors qu'Amazon avait une stratégie de fait expliquant qu'ils vendaient que des produits essentiels, ce qui était absolument faux et qui a été relayé quand même pendant plusieurs jours par les médias, et on a eu un gros problème de désinformation du public, à coup même de publicité dans les médias pour expliquer que tout se passait bien, etc. Enfin, c'était assez grave en fait en termes de lutte d'influence. Voilà, donc on a eu cette décision à laquelle Amazon a répondu de façon extrêmement agressive, on va dire, déjà en allant plus loin et en stoppant toute l'activité au lieu de la réduire, et en laissant sous-entendre, laissant planer un doute sur le fait qu'ils revoyaient un peu leur maintien en France, etc. Nous, on y voit juste une stratégie de chantage vis-à-vis de l'État pour obtenir le remboursement des chômages partiels. Et c'était le dernier point sur lequel on a essayé d'alerter, c'est de dire effectivement ce dont je parlais sur la fraude à la TVA ou que ce soit l'impôt sur les sociétés. En fait, on est face à une entreprise qui a une santé financière absolument insolente. C'est quand même la multinationale qui a le plus gagné d'argent pendant le Covid-19. Son action a atteint des records historiques, là, justement, pendant l'épidémie. Donc, niveau financier, il n'y a aucun souci pour qu'ils assument le coût des salaires, enfin des chômages pour tout le monde. Et en plus, on disait, si l'État donne de l'argent à Amazon, ça va au-delà même d'Amazon. Ça veut dire que symboliquement, ils n'ont aucune volonté de changer de financer, clairement. Et qui vont aller à la rescousse et qui vont rien faire d'autre, et qu'on va se prendre le retour de manivelle, nous, en termes de politique d'austérité, assez rapidement. Et juste, vous avez des chiffres sur Amazon, qui est la multinationale qui a le plus gagné d'argent? Alors, je sais pas, non, on n'a pas des chiffres comparatifs, effectivement. On sait juste que leur action là, a atteint son record historique depuis 3 jours consécutifs. Il faudrait que je vois aujourd'hui, mais jusqu'à hier, c'était encore le cas. Et que Jeff Bezos a gagné personnellement 24 milliards de plus du coup dans la période du Covid-19. Après, effectivement, il faudrait qu'on ait un comparatif, il faudrait qu'on fasse le comparatif avec le cours en bourse, notamment des autres grosses entreprises, mais on avait cru comprendre qu'à part les GAFAM et les entreprises du numérique, la plupart des entreprises autres connaissaient un gros revers économique. Mais je demandais ça. 150 000 intérimaires, parce que là... Pardon. Non, vas-y, termine. Non, c'est tout en fait. Juste que ça se traduit, effectivement, on n'a pas de comparatif, mais ça se traduit notamment par des embauches d'intérimaires qui sont hallucinantes. On parle de
pays par pays, on a du mal et on n'a pas encore le chiffre d'affaires consolidé à l'international, on a du mal à traduire ça vraiment. Ok, non, parce que je demandais ça parce que une des choses qu'on commence aussi à discuter dans le groupe parlementaire, c'est que souvent on nous dit qu'on est en guerre. Il y en a qui sont clairement en train de profiter de la crise. Donc Amazon, c'est une des entreprises qui en profite. Et ce qu'on disait, c'est si après la guerre, il y a eu un impôt sur les profiteurs. Donc on pourrait aussi très bien penser après la crise faire un impôt sur ceux qui ont profité d'une crise qui a fait autant de morts. Donc, c'est aussi dans cette idée-là que je posais la question. Puis peut-être deuxième question, sur les 11 projets dont tu as parlé tout à l'heure, sur lesquels vous vous battez, parce que Amazon, ce n'est pas seulement une entreprise qui se fait énormément d'argent avec des conditions de travail et sociales désastreuses, avec donc de la fraude dont on parlait, mais il y a aussi toute une question d'accaparement des terres et notamment de terres agricoles sur la question des entrepôts. Alma, je ne sais pas si tu nous entends encore. Je crois qu'elle s'est déconnectée pour se reconnecter, non? D'accord, ok, peut-être. Ok, bah, du coup, on va passer à une autre question en attendant. Je crois qu'Alma est revenue. Ah, Alma est revenue. Je suis vraiment désolée, hein, j'ai des gros soucis de connexion. T'inquiète pas. Est-ce que tu as entendu ma question ou pas? Non, je te la refais. Je te disais que je te demandais ça parce que avec le groupe parlementaire, on est en train de réfléchir parce que après la guerre, il y a eu un impôt sur les profiteurs de guerre, sur tous ceux qui s'étaient fait du fric sur la guerre. Là, ils font que de dire qu'on est en guerre. Donc, il faudrait aussi imaginer, ça c'est une des choses qu'on pourrait demander, un impôt sur les profiteurs de crise, sur ceux qui ont profité en fait d'une crise qui a fait autant de morts que celle qui a eu. Et c'est pour ça que je demandais les chiffres sur Amazon. Et du coup, je disais, pour aller un peu plus loin, tu parlais des 11 projets qui ont été, sur lesquels vous vous battez de Amazon et d'Alibaba, parce que je disais, il n'y a pas seulement une question de fraude, de conditions sociales et de travail qui sont déplorables. Il y a aussi cette question écologique d'accaparement des terres, notamment. Et voilà, je voulais que tu nous en dises aussi un mot. Ok, bah du coup, effectivement, en fait, vraiment la question de ces 11 projets, c'est vraiment la question de la durabilité de notre commerce. Si on veut relocaliser la production, clairement, ce genre d'entreprises qui font du dumping sur les prix et qui vont s'approvisionner toujours dans les pays les plus pauvres, y compris dans des camps de travaux forcés en Chine, il faut le dire, Alibaba, c'est connecté vraiment. C'est même pas que les gens sont sous-payés, c'est que c'est connecté à des camps de travail qui font travailler des prisonniers politiques en Chine, carrément. On ne sait pas pour Amazon, mais en tout cas sur Alibaba, c'est à peu près certain. Et donc, du coup, voilà, on parle d'entreprises qui, justement, amènent en France des produits qui sont toujours plus bas. Leur stratégie, c'est le dumping sur les prix. Donc, en fait, en termes de relocalisation, c'est absolument impossible de faire de la relocalisation avec ce genre d'entreprises qui vont faire la concurrence à la production, on va dire, locale. Il y a de ça. Il y a les questions de surproduction, du coup, qui sont liées. En fait, au-delà de l'artificialisation des terres, le problème d'Amazon et d'Alibaba, c'est surtout le dumping sur les prix et la livraison par avion, en fait. C'est-à-dire qu'en faisant du dumping sur les prix, en tirant les prix à ce point-là vers le bas, en vendant plus de 15 milliards de produits par an pour Amazon, le triple pour Alibaba. Donc, on parle quand même qu'à les deux réunis, ils vous ont vendu au moins 6 produits à chaque habitant de la planète en termes de statistiques l'année dernière. Donc, en fait, c'est surtout via ce dumping et cette surproduction que ça a un vrai impact environnemental, puisqu'en fait, notamment, par exemple, le textile et l'électronique, ça représente un quart de notre empreinte carbone en France, par exemple. Donc, il y a ça. Il y a la livraison ultra rapide sur laquelle les deux géants se font concurrence, qui nécessite pour l'instant la livraison par avion, notamment Alibaba, par exemple. Il est en train d'implanter une méga plateforme à côté de l'aéroport de Liège qui fait 200 mm2, qui est connectée directement à l'aéroport pour acheminer ultra rapidement du coup les produits depuis la Chine jusqu'ici. Et on sait que l'avion, c'est 7 à 9 fois plus polluant que le transport en camion. Enfin bon, bref, vous savez ça. En gros, c'est toute une logique de surproduction et de livraison rapide qui est ultra nocive pour le climat. Il y a effectivement la question d'artificialisation. Là, les 11 projets réunis, ça fait à peu près 1 million de mètres carrés d'artificialisés, du coup. Et il y a cette question, du coup, effectivement, voilà, on disait comment relocaliser la production, comment protéger les emplois, parce que c'est ça la question de la transition écologique, c'est que pour qu'elle soit juste, qu'elle crée des emplois ou qu'elle en protège au moins. Et en fait, on se trouve, comment imposer des quotas, par exemple, sur les produits textiles, ou c'est ce qu'on demande, en fait, des quotas sur les produits textiles, notamment parce que les niveaux de production sont beaucoup trop élevés. On parle de 40 vêtements par habitant français mis sur le marché chaque année. Alors, comment on peut forcer cette décroissance-là avec l'État, notamment, si en même temps, du coup, ça va créer des destructions d'emplois
dans les secteurs de la vente. Mais du coup, si on laisse en plus s'aggraver la concurrence déloyale et la destruction d'emplois provoquée par le e-commerce, en fait, on se rend compte que ce sera toujours l'écologie qui sera toujours mise derrière tout le monde, toutes les choses, et qu'en fait, on est obligé de prendre le problème en amont et de dire, pour protéger les emplois et donc pour permettre une politique écologique ultra ambitieuse sur le textile, l'électronique, etc., on est obligé de dire stop au modèle e-commerce. Et donc, on est obligé donc, déjà de stopper ces 11 projets, clairement. Et après, voilà, se pose la question du démantèlement du modèle. Bon, ça, c'est déjà, on y va par étapes parce que déjà, on n'a pas du tout réussi à stopper ces projets. Et l'État, on a autorisé 4 sur les 11 en cours. Et on a très, très peur qu'ils continuent à les autoriser pendant les 6 prochains mois. La position du gouvernement n'est pas du tout claire. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, Brune Poisson qui nous disait vraiment en face, c'est incohérent d'interdire Europacity et de laisser des nouveaux projets Amazon se construire. Donc, on a ce genre de prise de position qui vont plutôt dans notre sens, où elle dit effectivement le textile, il faut baisser les volumes, etc. Bon, très bien. On a Bercy qui nous dit effectivement le e-commerce a détruit des emplois, ça fraude l'impôt, c'est pas possible. Et puis au final, il se passe rien. Et en fait, les projets continuent d'être soutenus. Donc, on se demande qui soutient qui, enfin, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du gouvernement. On se demande même si ça ne vient pas du président lui-même en réalité. Enfin, on commence à se poser vraiment des questions sur qui en fait est du côté d'Amazon dans le gouvernement et chez les députés. C'est un peu particulier. Et donc voilà, enfin, tout ça pour dire qu'on est engagé dans cette bataille et qu'on aimerait bien notamment proposer un moratoire sur les projets, y compris dans la prochaine loi d'urgence économique qui sera, je ne sais pas si vous avez plus d'infos vous là-dessus, mais Delphine Bateau nous parlait du fait qu'il y aurait probablement une nouvelle loi d'urgence économique dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et ce serait peut-être l'occasion aussi de déposer ce moratoire-là. Et sur la question des impôts de guerre, nous, on serait totalement pour. Après, bonne chance pour aller récupérer les bénéfices d'Amazon réalisés en France, étant donné qu'ils ont tout monté en fait comme un système d'évasion fiscale ultra performant où en fait les ventes elles sont enregistrées au Luxembourg, les ventes du site en France. Donc ça nécessiterait quelque chose d'européen ou alors une saisie sur chiffre d'affaires sur le site internet français. Je ne sais pas exactement comment ça peut se faire. On serait très intéressé de travailler avec ça avec vous, mais ça va être un peu complexe vu le montage financier qu'ils ont mis en place. D'accord, merci beaucoup. Manuel, tu avais une question ? Ouais, d'abord, merci. Moi, je suis très preneur aussi qu'on réfléchisse à cette histoire d'identifier les secteurs qui sont les secteurs les plus, entre guillemets, malheureusement favorisés par la situation actuelle et de voir quels sont les moyens législatifs nationaux ou européens qui permettent de les mettre davantage à contribution. Parce que je pense que ça serait entendable par tout le monde. Ma question, elle était peut-être pour explorer un peu les aspects qui ont été introduits tout à l'heure, monétaires et économiques. Bon, alors, il y a eu une réunion de ce qu'on a appelé l'Eurogroupe, il y a 10 jours de ça maintenant, une semaine, 10 jours, qui a abouti sur une réponse. Moi, j'aimerais bien avoir un peu votre regard là-dessus. Bon, en ce qui nous concerne, on considère que cette réponse est d'abord extrêmement insuffisante en termes de volume monétaire, qu'elle n'utilise pas les bons outils. Ça, vous avez un petit peu évoqué le sujet dans votre rapport introductif, mais est-ce que vous pouvez préciser quelle serait pour vous la bonne manière de faire? Est-ce que la solution telle que nous on l'envisage, c'est-à-dire une solution qui consiste à dire il faut que la Banque centrale européenne, alors certes c'est pas dans son mandat et certes c'est pas dans les règles européennes, mais en gros déchire un peu les bouts de papier qui l'empêchent de le faire et décide d'intervenir directement pour acheter des obligations et des titres de dette des États directement. Est-ce que ça c'est une solution qui vous paraît envisageable et intéressante? Si oui, comment dans cette solution-là, on peut positionner des conditionnalités écologiques pour faire en sorte que cet argent, elle ne soit pas utilisé non plus par les États à perdre des profits et n'importe comment. Ça, c'est un peu la deuxième question. Parce que la solution telle qu'elle a été envisagée pour l'instant, et je pense qu'elle a plusieurs effets pervers, mais notamment, elle maintient des formes de conditionnalité à des prêts aux États, et ces conditions, hormis les dépenses de santé, mais donc tout ce dont on parle là, c'est-à-dire des questions d'emprunt nécessaires pour financer des politiques de relance, elles sont soumises à des conditionnalités. Et les conditionnalités, on sait très bien, c'est des politiques d'austérité. Donc, de facto, ça veut dire que les pays qui sont le plus frappés aujourd'hui par la crise sanitaire, ils vont se retrouver avec plus de difficultés à financer, y compris une transition écologique, et plus d'impact pour les citoyens
plus de mesures d'austérité, de réduction des modèles sociaux et donc sans doute une transition écologique qui sera encore plus douloureuse. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus pour vous dire un peu les choses. Franchement, politiquement, on prêche un peu dans le désert. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que cette position-là, elle est aujourd'hui pas très reprise, pas très entendue. On a fait un amendement sur le sujet au Parlement européen qui a été voté par à peine 100 députés européens. Donc, est-ce que vous, du point de vue de vos contacts internationaux, vous avez l'impression, ou au moins européens, que c'est une solution qui avance un petit peu dans les esprits? Oui, déjà pour commencer sur le diagnostic, je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Les outils utilisés dont je parlais, c'est notamment du coup les rachats de dettes massifs sur les marchés financiers qui justement favorisent énormément les entreprises polluantes, les grandes entreprises, et très très peu les États, parce que du coup les dettes d'État sont le potentiel de rachat de dettes d'État est limité, et par ailleurs très très peu du coup les entreprises les plus touchées, etc. En plus on l'a vu là dans les dernières années, ces mêmes outils entre 2016 et 2018 ont permis le rachat à 2/3 du coup d'obligations de grandes entreprises. Donc on le sait, et en plus ça permet d'alimenter la spéculation financière et de créer un aléa moral où en gros on rachète de la dette de manière complètement illégitime de la part d'entreprises qui sont justement à l'origine de la crise, quoi. Et c'est aussi, de même l'outil de prêt à taux très très bas aux banques commerciales pour qu'elles puissent magiquement après prêter à l'économie réelle. Déjà, ça pose la question justement de faire en sorte que ces capitaux-là ils n'aillent pas vers la spéculation. Et par ailleurs, ça pointe du doigt le fait que, de la nécessité du recours à ces acteurs privés, alors que justement, comme vous le dites, ce serait tout à fait possible de prêter aux États directement. Et donc, nous, par rapport à ça, nos positions, c'est, du coup, sur vraiment les outils, c'est premièrement, ce que vous disiez, pouvoir que la création monétaire serve à donner des capitaux directement aux États, aux citoyens et aux entreprises. Et ça, c'est ce qu'on appelle, au niveau des citoyens des entreprises, ça s'appelle l'hélicoptère monétaire, et c'est poussé. En tout cas, en effet, il n'y a pas un gros consensus. C'est pas très visible. C'est pas du tout l'idéologie dominante, mais on voit quand même de plus en plus de voix d'experts, d'économistes qui se lèvent et d'ONG pour dire qu'il faut avoir recours à cette pratique-là. Et donc ça pose la question et pouvoir permettre le prêt direct aux États. Mais derrière, ça pose même la question de est-ce que ça doit être des prêts ou est-ce que ça peut pas être juste des dons. Et en fait, c'est quelque chose. Nous, c'est des positions qu'on a aussi, de pouvoir et à la fois prêter directement aux États et à la fois de pouvoir permettre des dons directs aux personnes impactées. Après, ça peut être avec des critères de richesse, etc. C'est pas obligé d'avoir 1 000 € chacun sur notre compte. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et c'est pour nous la seule manière de pouvoir sortir de cette crise-là sans répéter les erreurs d'il y a plus de 10 ans, en créant une dette qui est entre la main des marchés financiers. Et du coup, évidemment, et c'est ce qu'on voit déjà dans les discours de la part du MEDEF et qui est repris au sein du gouvernement, que la reprise sera faite en remettant les gens au travail à fond, en coupant tout ce qui relève des acquis sociaux, etc. Et donc ce travail de soutien massif aux marchés financiers et d'endettement vis-à-vis des marchés privés et de recul de notre système social, il a lieu en même temps. Et par contre, ces outils, les outils dont vous parliez, c'est tout à fait possible de les mettre en place. En effet, il y a encore des barrières, politiques énormes, et la Banque de France et la BCE se sont complètement manifestés en opposition à ce type d'outils. Mais je pense qu'il faut le construire, et de manière stratégique. Donc moi, c'est pas un sujet sur lequel je travaille directement, c'est plus du coup notre association Raffili qui travaille dessus. Et de toute façon, je pense que ça peut être aussi intéressant de vous discuter directement avec eux. Mais en tout cas, dans
dans leur, ce qu'ils ont pu échanger avec nous, c'est qu'en effet, c'est le premier enjeu là, c'est de pouvoir mobiliser au niveau européen sur cette question-là. À la fois, c'est pouvoir remettre en cause la politique monétaire qui est en train d'être adoptée maintenant. C'est un peu le critère qui va conditionnalité tout le reste des plans de relance au niveau national et au niveau européen. Mais ça reste vraiment un angle mort et en fait une page blanche politique parce que c'est très très dur de faire bouger, de créer des pressions dans ce sens. Mais en effet, je sais qu'il y a des coalitions d'ONG qui essaient de se construire au niveau européen. Et sur la question des conditionnalités, ce qu'on pousse, nous demande, c'est vraiment les mêmes que ce qu'on pousse vis-à-vis des acteurs financiers privés. C'est justement que le recours au rachat de dette, la possibilité d'octroi de prêts, etc., de la part de Banque centrale européenne, elle soit possible que pour des entreprises qui justement démontrent qu'ils ont un modèle qui est compatible avec l'accord de Paris. Et ça veut dire pas du coup que ça ne puisse pas favoriser les entreprises des énergies fossiles et que ça ne puisse pas favoriser même des acteurs financiers eux-mêmes qui n'ont pas de plan d'alignement avec l'accord de Paris et qui ne sont pas surexposés aux énergies fossiles. Voilà, je ne sais pas si... Je voulais rebondir. Tu voulais rajouter quelque chose, non? Ouais, c'était juste pour rebondir sur cette question, effectivement, du plan du MEDEF, en fait, de justifier l'augmentation du temps de travail. Alors, j'ai lu dans un article qu'apparemment, le gouvernement, finalement, avait un peu retourné sa veste, qu'on s'est montré un soutien au début au fait qu'effectivement, il fallait allonger le temps de travail. Et c'était pour rebondir sur l'aspect changement climatique et remboursement de la dette, puisqu'en fait, dans la tête du MEDEF, en fait, vu que le gouvernement avait dit qu'ils n'augmenteraient pas vraiment l'impôt sur revenu, etc., dans l'esprit du MEDEF, il disait bon, il n'y a plus qu'une solution pour rembourser cette dette colossale de 100 milliards d'euros en plus en très peu de temps, c'est la surproduction de tous les biens et les services et donc l'augmentation de l'assiette de la TVA, tout simplement. Parce que la TVA, c'est quand même d'ores et déjà notre principale source de finances publiques en France. Et en fait, ce n'est pas du tout neutre sur le climat. C'était aussi pour revenir là-dessus, c'est que ce qui dit augmenter l'assiette de la TVA, ça veut dire produire de façon au moins distincte, en tout cas dans l'esprit du MEDEF, plus de textiles, plus de produits, plus de voyages en avion, plus de tout ce que vous voulez. Et qu'en fait, effectivement, ça, c'est absolument incompatible avec le fait que la France tienne ses engagements climatiques et respecte l'accord de Paris. Donc, du coup, voilà, c'était pour faire le lien un peu entre la dette et la surproduction. Si on ne trouve pas d'autre manière de rembourser la dette, ça va être la surproduction et la croissance qui vont prendre le relais et c'est hyper dangereux d'un point de vue climatique. Je voulais juste mentionner quelque chose que j'ai oublié sur justement la question des conditionnalités écologiques. Par contre, il y a eu cette semaine un article de la Banque de France qui a été publié et qui, pour le coup, reconnaît le lien entre climat et crise du Covid de manière tout à fait explicite et justement qui appelle à ce que avec le plan de relance, il y ait une prise en compte du risque climatique et que justement, en pointant du doigt que ça ne pouvait pas se faire en deux fois, c'est-à-dire avoir un plan de relance et après repousser à plus tard la question climatique. Donc c'était juste un élément que je voulais souligner parce que c'est des prises de position sont quand même assez rares. Ok. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi que cette semaine au Parlement européen, il y a un amendement qui a été posé sur le fait de demander que tout plan de relance soit compatible avec le respect des accords de Paris, notamment l'objectif de 1,5 degré, et que malheureusement, il a été refusé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder parce qu'à mon avis, c'est un amendement important. La bonne nouvelle, c'est que sur ces aspects monétaires qui sont décisifs, vous le savez, mais je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de le dire, c'est que c'est vrai qu'à la fois, je disais, on se sent peut-être un peu isolé sur le champ politique, mais vous avez raison de dire qu'il y a des voix qui sont d'ailleurs pas forcément toujours des voix, mais qui participent, j'ai envie de dire, du même espace politique de la France insoumise et qui disent il faut faire ça. Vous avez les Britanniques qui l'ont fait, vous avez les Américains qui sont même allés plus loin. Bref, il y a aussi des sources d'inspiration internationales qui démontrent que c'est possible. Donc merci pour cet élément, il est toujours complexe, je trouve, mais à mon avis, effectivement, il est décisif. J'avais une autre question, alors elle ne concerne pas exactement le même sujet, mais on a bien dit que les questions de multiplication de ce type d'épidémie et de virus
étaient notamment liées à tout ce qui est politique de destruction des habitats naturels, politique de déforestation. Je sais que vous travaillez notamment aussi sur ces questions de forêt. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques éléments sur qu'est-ce que devrait être aujourd'hui une stratégie forestière avec deux aspects? Parce que, bon, il y a la stratégie forestière européenne, on peut en parler, mais c'est pas forcément celle qui est au cœur de la problématique des virus en tout cas. Mais il y a aussi tout ce qui est responsabilité des multinationales européennes dans les politiques de destruction forestière, les histoires de responsabilité juridique des multinationales. Est-ce que vous avez un peu travaillé sur ces sujets? Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Peut-être effectivement rappeler qu'il y a eu beaucoup de liens qui ont été faits sur destruction des écosystèmes et propagation des virus en général. Après, sur le coronavirus, je pense que vous êtes tous au courant là, de la nouvelle polémique sur est-ce que ça sort d'un laboratoire ou est-ce que c'est réellement le résultat d'un marché illégal d'animaux, etc. Donc, je pense que là-dessus, on ne sera pas là pour trancher de toute façon. Après, d'une façon générale, c'est clair que 60% des maladies infectieuses ont pour origine une source animale. Et donc, clairement, ça pose la question de notre rapport aux écosystèmes et à la déforestation qui est largement causée par l'industrialisation de l'agriculture. Sur les mesures qu'on porte, du coup, c'est notre association affiliée Canopée qui a été, je pense, aussi auditionnée hier, il me semble, voilà, sur ces sujets-là, donc sur le renforcement notamment de la stratégie nationale contre la déforestation importée. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, d'une façon générale, les Amis de la Terre sont aussi très, très impliqués sur une loi qui s'appelle la loi devoir de vigilance, qui a été adoptée en 2017 par la France pour notamment reconnaître la responsabilité des multinationales tout au long de leur chaîne de valeur pour les dommages à la fois sociaux et environnementaux. Et c'est clair que cet instrument-là doit être mis à contribution pour toute responsabilité dans les crimes environnementaux d'une façon générale, mais aussi en termes de droits humains, c'est souvent lié en plus. Cette loi, pour l'instant, elle est au niveau français, c'est une première mondiale, donc c'est clair qu'il y a un enjeu aujourd'hui aussi à la passer à d'autres échelons, puisqu'elle ne couvre pas toutes les multinationales, hein. Il y a un seuil d'employés qui fait que finalement on ne peut toucher que quelques grandes entreprises, donc c'est très important d'élargir à un beaucoup plus grand nombre d'entreprises et surtout d'élargir cette loi au niveau européen et international. Et c'est aussi l'objet d'un traité aux Nations Unies actuellement, le Binding Treaty, pour contraindre les entreprises effectivement à rendre des comptes tout au long de leur chaîne de valeur. Et ça, c'est un combat qui doit se mener effectivement à ces deux échelons pour ne pas rester bloqué, on va dire, dans le cadre français, même si ça reste une première très intéressante. Et actuellement, on a un recours en France contre Total pour un cas en Ouganda d'extraction de pétrole, mais qui pourrait être complètement duplicable sur des questions de déforestation notamment. Et comment vous voyez, alors ce qui monte un peu ici, en tout cas en Europe, c'est la question d'une labellisation dans les produits que vous allez trouver au supermarché, type produits issus de déforestation, quoi. Alors moi, je trouve ça extrêmement choquant, mais ça m'intéresserait d'avoir votre regard sur le sujet. Alors, je ne sais pas si Sylvain de Canopée hier a déjà répondu à ces questions-là. D'une façon générale, les labels, en tout cas nous dans le secteur agricole, c'est une grosse nébuleuse qui nous inquiète énormément parce que déjà, il y a les labels privés, les labels publics. On a un nouveau label aussi qui s'appelle le label bas carbone qui a été développé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui pose énormément de questions à la fois sur les intermédiaires, le nombre d'intermédiaires, sur le coût de ces labels, mais tout simplement sur les règles de suivi. D'une façon générale, ça n'a pas prouvé son efficacité, en tout cas en termes de lutte contre la crise climatique. Après, je pense qu'il y a des études en cours aussi pour d'autres organisations, notamment, il me semble, qui sont en train de faire tout un balayage de l'ensemble des labels qui existent. Mais clairement, on a beaucoup trop de contre-exemples sur ces labels-là pour pouvoir les soutenir ou se dire que ces labels pourraient en fait remplacer des réglementations contraignantes beaucoup plus efficaces. Ok, merci. Ouais. Désolé pour la redite. J'ai pas. Non, mais... Je regarderai l'audition Canopée avec grand plaisir. Mais on sait exactement, pour rebondir sur la question du textile, où il y a aussi un label sur le textile qui est en train d'être proposé par le gouvernement français, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait,
les États n'osent pas prendre des politiques dures parce que la liberté d'entreprise, parce qu'ils ont peur en fait d'être contraints par les marchés européens, par la Commission européenne et par la propre Constitution française. Et du coup, la seule chose qu'ils peuvent faire, soi-disant, c'est mettre en place un label au lieu de mettre en place des quotas, au lieu de mettre en place une meilleure rémunération forcée des travailleurs le long de la chaîne de valeur, ce que personne ne fait aujourd'hui. En fait, voilà, le label, c'est vraiment pour nous la démission politique la plupart du temps sur la plupart des sujets, quoi. Donc, pas du tout. Et c'est pas du tout un outil adapté face à l'urgence climatique, parce qu'en fait, là, par exemple, sur les aliments, on est en train de dire, ah, ce serait super d'avoir ce label ABCDE, là, comme le label nutrition, sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc d'avoir des aliments où on dirait, bah, cet aliment, il a la note A ou la note 1 ou la note 5, etc. Sauf qu'en fait, on va s'écharper pendant 5 ans sur comment définir ce label, ses notations, etc., pour ensuite avoir perdu 5 ans et être de toute façon en retard sur les mesures à prendre pour réellement aller s'attaquer aux causes structurelles de la crise climatique. Et en fait, on les connaît, les causes structurelles. Donc, le fait d'aller mettre des étiquettes, ça va juste nous faire perdre du temps. Enfin, c'est juste rentrer dans des processus de consultation infinis qui, de toute façon, en plus, vont donner la part belle aux organismes qui ont le plus de moyens pour s'investir dans ces discussions très, très techniques. Et clairement, ce n'est pas compatible avec l'urgence. Ok, merci. Merci à vous. Merci pour cette audition extrêmement riche. Bon, peut-être si, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, parce que dans ce qu'on voit des choses que vous préconisez, il y a les choses qu'on devrait mettre en place dès maintenant, en disant bah, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à changer et à rompre avec le modèle existant. Et puis après, il y a tout à l'heure, vous avez dit des erreurs à ne pas reproduire. Il y a des grosses interrogations autour du plan de relance. Tout à l'heure, je crois que c'est Alma qui disait qu'il fallait que la relance, ça soit sur des questions de rénovation énergétique et que ça ne soit pas de nouveau un choc avec une pression sur nos écosystèmes et la relance d'entreprises extrêmement polluantes. On parlait du charbon aussi tout à l'heure. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette question-là ou sur les attentions au plan de relance, peut-être pour conclure chacune? Ou est-ce que vous nous avez tout dit? Parce que vous Ah non, mais effectivement, enfin, pour résumer de mon côté, effectivement, c'est ça. C'est en fait de dire la relance, elle doit être ciblée, tout simplement. Elle doit être ciblée sur les territoires et sur des grands secteurs qui permettent de faire des gains de gaz à effet de serre, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, tout en investissant et en produisant plus, entre guillemets. Mais alors, c'est pas produire, par exemple, plus de bâtiments, c'est rénover l'existence, c'est pas produire vraiment beaucoup plus d'aliments, c'est rénover l'agriculture existante et appuyer l'agroécologie paysanne, transformer notre agriculture. En fait, ça fait de la croissance, entre guillemets, enfin, du PIB, parce qu'en fait, c'est toujours des gens qui sont payés, c'est de la richesse, entre guillemets, qui est produite, mais c'est juste pas de la surproduction. Et à l'inverse, donc ça, il y a vraiment des gains à faire en termes d'émissions. Et donc, ça, c'est compatible avec un plan de relance, entre guillemets, où on réinvestit, on injecte de l'argent massivement. Par contre, ce qui n'est pas compatible avec injecter massivement de la production, c'est tout ce qui va être effectivement produit importé, donc on parle du textile, services aériens parce que c'est extrêmement polluant, et il y en a plein d'autres, voilà, automobiles, etc. En fait, disons que pour résumer, pour mon côté, après je laisserai mes collègues compléter, mais c'est-à-dire la nécessité d'avoir une relance spécialisée, ciblée sur certains secteurs clés, d'avoir des transitions écologiques d'emploi dans les secteurs, acter la décroissance de l'aérien, la décroissance de l'automobile, du textile, etc. Ça veut dire préparer aussi la transition des employés vers d'autres secteurs. Donc c'est toute une logique de planification sur 10 ans qu'il faut mettre en place dans l'aérien, dans le textile. Là, le textile, ce que je disais, c'est que notre proposition, ça va avec à l'arrêt du e-commerce, la relocalisation des petits commerçants, la relocalisation de certaines chaînes de production textile, etc., pour commencer à avoir des circuits plus résilients. Mais en gros, voilà, c'est ça un peu la philosophie. Je ne sais pas si vous avez mes collègues qui vous compléter. Ouais, moi je peux compléter sur l'agriculture. Je pense que les deux points majeurs sur le plan de relance sur lequel on sera attentif, c'est le premier, c'est de pas de sortir de cette crise en disant bah regardez, c'est génial finalement l'agriculture, on s'en est super bien sorti. Notre agriculture, elle est saine, elle est durable, elle est de qualité. Point barre, basta, on revient comme avant et on ne change rien. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à répondre aux questions qui ont été posées sur le manque de main d'œuvre, sur le fait de faire venir de la main d'œuvre étrangère dans des conditions de travail qui sont parfois déplorables.
sur le fait d'avoir eu recours à des intrants chimiques, alors à la fois pesticides du coup, mais aussi engrais de synthèse qui ont contribué aux particules fines. Tout ça, en fait, c'est pas réglé. Donc, à la sortie de crise, il faudra quand même s'attaquer à la transformation de l'agriculture et avoir un discours face à une FNSEA qui va de toute façon nous vendre le fait que tout s'est très bien passé. Et le deuxième point d'attention que j'aurais, c'est le fait que la crise, elle a mis en avant l'importance du numérique dans nos vies, puisqu'on est là sur un Zoom, on utilise tous aujourd'hui les technologies du numérique, et du coup, il y a un risque aussi de se tourner vers une société 3, 4.0 en disant, vous voyez bien, face à la crise, qu'est-ce qui nous a sauvés, qu'est-ce qui a permis de maintenir le lien social, finalement, c'est peut-être les technologies et le numérique. Et donc, que ça vienne quelque part servir aussi le développement d'une agriculture ultra numérisée, ultra digitale, avec des investissements très sophistiqués dans des technologies. On parle aujourd'hui de l'agriculture 4.0 quand même, et c'est vraiment un vrai champ d'investissement aujourd'hui des géants de l'agro-industrie, des géants des intrants chimiques qui aujourd'hui disent c'est vrai, on a mis trop d'intrants chimiques, mais il faut les réduire, mais il ne faut pas s'en passer. Et donc vraiment, on a quand même tout ce discours-là et il y a quand même un vrai risque de voir aussi la place du numérique qui aura été prise dans cette crise, à la voir finalement se développer dans tout un tas de secteurs, dont l'agriculture. Ouais, sur le côté finance, je reviendrai un petit peu à ce que je disais en introduction, mais en fait, nous, on voit sur nos campagnes, on a ce moment-là, ces prochains mois, en fait, ils représentent des menaces majeures parce que c'est vraiment justement parce qu'il y a une espèce de demande, une espèce de chantage énorme des entreprises sur lesquelles on travaille depuis des années à justement les signifier comme étant la source du problème, côté public et privé. Il y a une attention à avoir, au contraire, à poser à accélérer en fait les engagements sur les questions finances fossiles et pas seulement finances vertes. Et donc ça, c'était quelque chose qui est revenu d'ailleurs dans les dernières semaines dans les prises de parole de Bruno Le Maire. Et en fait, c'est complètement à contre-courant avec ce qui est fait côté finances privées et finances publiques. Mais donc à la fois c'est cette très grosse menace, mais il y avait deux choses quand même qu'on peut retirer quand même de ce moment politique en tout cas. C'est d'une part le fait que, mine de rien, l'État pourrait être en position de force vis-à-vis de ces acteurs-là pour dire, justement, en fait, vous êtes en train de prier pour qu'on vous donne de l'argent, c'est le moment d'imposer des conditionnalités et en fait à ces flux financiers-là. Et deuxièmement, on a vu émerger des outils politiques dans chacun de nos rendez-vous, je pense, chacune à Bercy, on nous disait que c'était impossible de mettre en œuvre parce que contre les droits de la concurrence, contre les droits de la libre entreprise. Et donc, ces outils-là, on nous a dit qu'ils étaient disponibles. Et donc, je pense que c'est aussi hyper important en ressaisissant ces outils politiques-là et en justement reposant le pouvoir de l'État vis-à-vis des grandes entreprises, des grandes multinationales, pouvoir justement prendre des décisions sur où vont aller les flux de capitaux. Et en fait, c'est vraiment ça qui va être la pierre angulaire du plan de relance, quoi. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps pour cette audition passionnante. Et puis, bon courage à vous.